7e défaite de suite pour les Sixers qui s'enfoncent. Théo, il y a eu un match entre Denver et Philly à Denver, ce qui veut dire, Théo, qu'il n'y avait pas de Joel Embiid. Joel Embiid qui n'a pas joué les Nuggets à Denver depuis 2019. Ça fait 6 ans quand même. Et du coup, victoire des Nuggets 144-109, une promenade de santé. Nikola Jokic, 27 points, 13 rebonds, 10 passes. C'est son 4e triple-double, Théo, de suite. 4e triple-double de suite. Et c'est le 4e triple-double de suite où il n'a pas besoin de plus de 30 minutes pour aller chercher son triple-double. Bref, les Nuggets se sont baladés contre les Nuggets. Ouais, c'est ça, Jokic qui est vraiment à l'économie, hein, c'est assez fou. Tu parlais de Joel Embiid, je sais pas si t'as vu, mais à un moment, le public de Denver s'est mis à scander mais où est Embiid pendant un bon petit moment. C'est d'autant plus marrant, bon, on va pas revenir là-dessus des tonnes, mais que c'était, je sais plus, je me mélange dans les saisons, je sais plus, c'était c'est la saison dernière que Embiid a été MVP, c'est ça? C'était en Non, celle d'avant. 2023, Celle celle d'avant. d'avant, voilà. L'an dernier, c'est Jokic. Voilà, tout s'était, oui, bien sûr, bien sûr, et tout s'était joué enfin, en gros, la décision s'était faite sur le dernier match de leur dernière confrontation où les gens avaient dit ah, Embiid a pris l'ascendant sur Jokic, sur Jokic, bref. C'est anecdotique, effectivement, les Sixers qui avaient quand même qui retrouvaient Paul George, qui retrouvaient un Gershon Yabusele qui a été excellent en sortie de banc. Je pense que c'était la meilleure nouvelle du côté des Sixers. 22 points, 3 rebonds, 3 passes pour Gershon à 8 sur 13 au tir. Mais voilà, bon, limite, t'as envie de dire, Philadelphie pouvait pas espérer beaucoup mieux en fait dans cette confrontation, sauf peut-être quand même un écart un peu moindre. 144-109, ça pique un peu. Ouais, ils ont dominé, les Nuggets ont dominé tous les cartons. 22 points, c'est le record en carrière égalé pour Gershon Yabusele. Ouais, j'ai ouvert sur ce match parce que Philly est finalement en chute libre, en fait. Quels que soient les joueurs sur le terrain. Alors, il manque Embiid, il manque quand même le plus important d'entre eux, mais c'est une équipe qui est en train de se cracher complètement, qui n'a qu'une victoire de plus que les Nets, qui ne cherchent pas à gagner des matchs, qui se retrouvent maintenant avec 4 victoires de moins que les Bulls, qui sont 10e à l'Est. Si on prend par rapport au 6e, au top 6, qui est la qualification directe pour les playoffs, il y a 7 victoires de moins qu'Atlanta qui est 6e. Bref, ouais, c'est la débandade. Et par contre, du côté des Nuggets, 3e victoire de suite, on est un peu on trouve un rythme de croisière et il y a les jeunes qui fonctionnent bien. 23 points pour Julian Strawther, que je trouve intéressant cette saison. 20 points pour Christian Brown, 19 points pour Michael Porter Jr., 19 points d'Aaron Gordon aussi en sortie de banc. Les Nuggets, voilà, trouvent un rythme. Ouais, Aaron Gordon qui était presque parfait parce qu'il fait 6 sur 7 au tir. Il a quasiment rien raté et on en parlait un petit peu avec Shai. Je suis curieux de voir, tu sais, si Aaron Gordon va pas continuer à sortir du banc parce que ça fonctionne tellement bien avec Westbrook dans le 5 que finalement Aaron Gordon, je pense que c'est un joueur dont les qualités peuvent aussi bien s'exprimer finalement en sortie de banc si le 5 fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel je vais garder un œil sur la deuxième partie de saison au niveau des rotations de Denver. Ouais, moi aussi, t'as raison, c'est un point très, très important. Faudra voir, est-ce qu'en playoff, tu l'imagines sortir du banc? Parce que là, sur la fin de la saison, ça dépend peut-être de la manière dont la saison régulière se termine pour les Nuggets, mais tu sais, en playoff, tu te dis peut-être jeu un peu plus lent. Est-ce que tu veux mettre Gordon à côté de Jokic ou est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu aurais gardé cette espèce de dynamique? C'est vrai que ça marche très très bien, Westbrook, parce que si c'est pas lui qui sort du 5, si c'est pas Westbrook qui sort du 5, tu vas pas faire sortir Murray, tu vas pas sortir Brown, faut que Non, ça tu vas joue pas entre faire Gordon et sortir Westbrook. Michael Porter Jr. qui fait une bonne saison Ouais. vraiment en plus. Donc je pense que c'est vraiment la variable d'ajustement. En fait, d'expérience, je dirais que si ça fonctionne bien jusqu'à la fin de la saison régulière, je serais étonné que Denver change sa rotation pour les playoffs, à moins qu'en playoffs ça marche pas bien, qu'il y ait un match-up qui fasse que bah non, t'as besoin quand même d'un meilleur défenseur dans le 5 de départ. Mais si ça fonctionne bien, au bout du compte, je pense que il y a de bonnes chances que ça reste comme ça si ça continue de bien fonctionner pour Denver. Yes, Denver qui est proche du podium d'ailleurs à l'ouest, hein. Ouais. Denver est 4e, mais c'est assez serré entre Houston, Memphis et Denver. Derrière OKC, c'est 3 équipes qui d'ailleurs commencent à prendre même presque le large sur le reste de la conférence ouest. Et ces 4 équipes pourraient valider quelque part les 4 premières places. Alors, pas tout de suite, hein, il y aura quand même plusieurs semaines avant, mais elles commencent à prendre un petit matelas confortable. On peut enchaîner peut-être avec, vu qu'on a belle performance de Gershon, il y a eu aussi des beaux matchs de Bilal Koulibaly et de Alex Sarr, même si les Wizards ont perdu contre les Lakers. Victoire de Los Angeles 111-88. On a quand même trouvé des choses intéressantes, c'est Sarr et c'est Koulibaly. Théo, tu voulais nous en parler un peu? Ouais, carrément. Bah déjà, Bilal qui finit meilleur marqueur de son équipe avec 17 points, 6 rebonds, 4 passes. Et
En fait, c'est vraiment défensivement, ils ont été très bons tous les deux. Ils cumulent 7 contres, 2 pour Bilal, 5 pour Alexandre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une espèce d'alchimie défensive qui est en train de se créer entre ces deux joueurs quand ils sont ensemble sur le terrain. Et ouais, ils sont au-delà des qualités athlétiques qu'on leur connaît. Je trouve que vraiment sur la dureté, sur le placement, c'est vraiment intéressant. Il y a une action notamment où Austin Reeves arrive en espèce de fin de fast break, de fin de contre-attaque. Il fait vraiment l'effort de rentrer dans Bilal pour créer le contact. Et malgré tout, en fait, Bilal a suffisamment de contrôle du corps et des bras tellement grands qu'il arrive quand même à contrer de manière très propre. Il y a une autre action dont on parlait juste avant qu'on commence le podcast, là, qui m'a beaucoup plu, d'Alexandre Sarr, où Rui Hachimura essaie de le déborder par la ligne de fond. Alexandre Sarr arrive à le couper la ligne, forcer Rui Hachimura à revenir vers le milieu. Et là, pareil, contrôle du corps parfait. Il monte, il est athlétique, il est long et il contre le tir de Rui Hachimura avec beaucoup d'aisance. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Et alors là, il a pas été adroit. Alexandre, il finit à 5 sur 14 au tir. Mais tu sens, on en avait parlé un petit peu avec Shai, voilà, maintenant, il s'est adapté un petit peu au rythme. Je pense qu'il comprend un petit peu mieux son rôle. D'ailleurs, les Wizards leur ont donné beaucoup de temps de jeu à tous les deux. Et il est en train de monter en puissance sur cette deuxième partie de cette saison rookie pour Alexandre. Ouais, je vais donner les stats d'ailleurs. 17 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 contres pour Bilal Koulibaly. 10 points, 6 rebonds, 5 contres pour Alex Sarr. Et tu as raison, Alex Sarr, il y a une montée en puissance. Il y a même une vraie potentielle candidature au rookie de l'année. Je crois que c'est le rookie qui marque le plus de points derrière. Alors, je vais vérifier ça. Je suis bête, j'aurais dû le faire avant. Mais derrière, il y a Jared McCain. Ensuite, il y a Jalen Wiles, si je dis pas de bêtises. Mais je vais regarder. Alex Sarr, il est pas loin. Il est pas loin derrière. Ah, évidemment, je m'en mêle les pinceaux sur NBA.com. Alex Sarr, ouais, il est cinquième rookie au scoring avec 11,6. Non, même pas cinquième, parce que Dequan Plowden, il compte pas, il a joué qu'un match. Donc il y a Jared McCain qui a 15,3, mais lui, Qui ne jouera pas, voilà. Voilà, exactement, il jouera pas. Donc derrière, il y a que 3 hommes. Jalen Wells qui a 11,8, mais qui, je trouve, a un rôle un peu... J'ai du mal, je sais, très intéressant Jalen Wells, mais j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à le nommer meilleur rookie, Jalen Wells. Je trouverais ça pas juste, notamment par exemple avec la comparaison du joueur qui arrive juste derrière, qui est Stephen Castle, qui a 11,6. Je trouve que Castle est quand même amené à faire plus de choses que Jalen Wells sur le terrain, mais ça ne veut pas dire que Jalen Wells n'est pas un bon rookie, c'est un bon joueur, mais j'aurais du mal à me dire que c'est le meilleur rookie. Donc 11,8 Wells, 11,6 Castle, et Alex Sarr est aussi à 11,6. Donc en fait, si tu prends juste le scoring, qui est certainement pas son point fort aujourd'hui, il est quand même très bien placé dans la course des rookies. Après, comme tu l'as dit, il y a un joueur qui se développe. Défensivement, il y a déjà quelque chose. L'adresse va et vient, mais Alex Sarr montre clairement des choses aujourd'hui en NBA. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est que le jeu aussi passe plus par lui, en fait. Et même dans l'animation du jeu, on voit qu'il a un vrai sens de la passe qu'on commence à voir un peu plus, justement parce que Washington lui met un peu plus le ballon entre les mains. Et ça, c'est vraiment très intéressant à son poste, à ce stade de sa carrière, de voir qu'il y a vraiment l'embryon de quelqu'un par qui tu pourras peut-être faire vraiment passer le jeu et pas uniquement pour des questions de scoring pur ou pas simplement pour qu'il soit à la finition. Ouais, parce qu'il y a toutes ces situations de 4 contre 3 après les pick and roll, tu sais, quand les adversaires doublent sur le porteur de balle, lui en poste haut, il y a une petite vision, tu vois, ça peut faire penser à des joueurs comme Bam Adebayo qui sait gérer ce genre de situation. Et là, c'est vrai que quand tu parlais de Bilal et d'Alex Sarr, j'étais en train de penser à l'équipe de France, j'ai pas pu m'empêcher de penser un peu à l'équipe de France future et de me dire, là, il y a Wembanyama, Sarr, Bilal, tu as un noyau de joueurs polyvalents, très athlétiques, très longs pour leur poste, avec des sacrées capacités défensives. Ça va faire mal à beaucoup de monde, ça. En tout cas, il y a un beau potentiel, c'est très intriguant et excitant pour l'équipe de France. Allez, on peut enchaîner peut-être avec la victoire des Knicks contre les Nets, victoire 99-95. Pardon, excuse-moi, ouais. on n'a pas parlé des Lakers. Ah oui, on n'a pas parlé des Lakers, mais bien sûr. Triple double de LeBron, oui. Pardon, allez, je donne les stats, je te laisse la parole. 29 points, 16 rebonds, 5 passes, 4 comptes pour Anthony Davis et 21 points, 10 rebonds, 13 passes pour LeBron James. Ouais, voilà, donc un triple-double de plus pour un quadra. Je crois que c'était depuis Karl Malone. Attends, je me rappelle plus si c'était... Oui, c'est depuis Karl Malone. Ouais, voilà.
un quadra en triple-double, s'il veut Voilà, bien. donc beau triple-double de LeBron qui a été bon tout simplement, qui a claqué un dunk assez impressionnant là sur Ouais. un alley-oop que lui envoie Austin Reeves. Ça me fait rire parce qu'en en fait, tu sens que c'est, comment dire, que pour Austin Reeves, bah, LeBron, ça reste LeBron, donc il balance la balle. Mais le alley-oop, il est beau, tu vois, mais il a pas la... Il est quand même un peu plus raccro que par le passé, ce qui est tout à fait normal, quoi. Mais j'ai trouvé ça cool, quoi. Tu sens un petit peu le jeune qui continue à voir, le jeune entre guillemets, mais qui continue à voir LeBron comme le joueur qu'il a vu toute sa vie, tu vois. Il l'envoie quand même un petit peu au casse-pipe. Mais ouais, très beau alley-oop pour LeBron. Juste pour l'anecdote aussi, on peut dire que Bronny a rejoué 1 minute, je crois, à la Il fin. a été ovationné par Ça, le j'avais pas vu, tu vois. Staples Ouais. par la Crypto.com Arena au moment où il rentre. Grosse ovation, il prend direct une interception, le public est fou et du coup derrière il joue à un contre un ultra un peu forcé, il rate de peu un fait de ouais, ouais, Bronny James qui a été beaucoup apprécié. D'ailleurs, je tiens à dire que voilà, je vais faire un peu mon hater, mais LeBron, le match était plié depuis un bon moment, il était à 9 rebonds. C'est seulement au moment où il a pris son 10e rebond qu'il est sorti. Voilà. Donc Ouais. triple-double, mais un poil forcé à ce niveau-là. Mais bon, ouais, de toute façon, ça passe. Et puis il a fait un bon match et les Lakers décrochent une nouvelle victoire. Les Lakers sont à 23-18, hein, plus 5 matchs au-dessus du bilan neutre. C'est quand Ouais. même solide. Et Belle saison. juste pour finir, gros match d'Anthony Davis quand même qui s'est Ouais, baladé pour le coup, 29 points, 16 rebonds, 5 passes, 4 contre. 4 contre. Ouais. Ouais. Ouais, non, domination des AD, c'est clair. Bon, t'as bien fait effectivement de me rappeler qu'on a le droit de parler des Lakers aussi quand même. Donc je disais, les Knicks ont battu les Nets 99-95. C'était le duel de New York. 25 points, 16 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 comptes pour Karl Anthony Towns qui a dominé dans la raquette. Grosse saison hein, quand même de Karl Anthony Towns. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'était ce qu'on avait commencé à voir un petit peu sur la fin de son parcours à Minnesota. Ce qui était pour moi l'énorme point noir quand même de ce joueur, c'était son incapacité à ressortir les ballons. Il a vraiment progressé, je trouve, à la passe et dans ce secteur, même s'il a encore pas mal de pertes de balles. Mais ouais, gros match des Knicks qui sont invaincus. J'ai vu cette stat, invaincus cette saison quand ils tiennent leurs adversaires en dessous de la barre des 100 points. Donc maintenant, on sait qu'ils ont cette puissance de feu en attaque. La défense redevient un petit peu finalement comment dire, le régulateur ou du moins une donnée très importante de leur succès. Ouais, c'est clair. Alors après, bon, maintenir les Nets sous les 100 points, je pense qu'en ce moment, c'est pas l'affaire la plus compliquée du monde. Il y avait 23 points, 10 passes de D'Angelo Russell qui a d'ailleurs déclaré ça lui faisait très très plaisir de pouvoir jouer librement au basket. On comprend que ces années à Los Angeles n'ont pas été simples. Mais c'était serré quand même. Hein, Ouais, New York a dû batailler pour aller chercher ce match. Ce match, pardon, c'était le premier match aussi de Michael Bridges, si je ne me trompe pas, de retour à ouais. Brooklyn, qui a fait un. Bon, il n'a pas été extraordinaire hein, du tout sur ce match-là, Michael Bridges. Pourtant, tu dis, bon, c'est quand même pas comme s'il revenait dans sa franchise de toujours, tu sais, où il a joué des années et tout. Donc, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet à trouver là-dedans. Mais ouais, au bout du compte, les Knicks ont quand même dû batailler pour aller chercher cette victoire. Ouais, d'ailleurs, du coup, le 5 majeur a dû passer beaucoup de minutes. Ouais, c'était serré jusqu'au bout. En tout cas, New York qui est troisième de la conférence Est, pas si loin de Boston et qui fait clairement une très belle saison à l'image de Karl Anthony Towns. Ouais. Une saison qui commence à dérailler un petit peu, c'est peut-être celle d'Orlando, qui a perdu contre Toronto, victoire des Raptors 109-93 contre le Magic. Euh, Difficile, mauvaise passe pour Orlando, je me souviens plus exactement, c'est au moins leur troisième ou quatrième défaite de suite. Ouais, quatrième défaite de suite. Ils sont huitièmes à l'Est maintenant, malgré 26 points, 12 rebonds de Paolo Banchero qui perd quand même 5 ballons aussi. Voilà, il manque toujours du monde, hein. Il manque Franz Wagner, il manque Jalen Suggs, très important. Il manque Gota Bitadze, il manque Mo Wagner. Mais ouais, un peu à l'arrêt, le Magic. Ouais, c'est dur, hein, c'est vraiment dur, parce qu'on se disait, bon, bah voilà, au moins quand Paolo Banchero va revenir, ça leur permettra de repartir un peu vers l'avant. Et en fait, il manque trop de joueurs, et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un petit peu d'usure, c'est-à-dire que longtemps, cette équipe d'Orlando a réussi à tenir à tenir le cap, même privé de certains de ses joueurs majeurs. Et puis maintenant, bah, tu commences à être un petit peu usé, je pense. Voilà, il manque trop ça manque trop de ressources en fait. Là, tu dis, tu peux pas non plus. Et si tu regardes juste le roster, tu peux difficilement espérer mieux. Après, du côté positif, il y a quand même Anthony Black qui continue de faire des matchs Très bon intéressants joueur. malgré tout. Il y a des choses qui sont intéressantes. J'espère simplement pour Orlando que les joueurs qui manquent, notamment Suggs et Wagner, reviendront pas trop tard.
pour que leur saison reste intéressante. Ouais, c'est clair, ça serait quand même, vaut mieux quand même terminer. Quand tu vois les belles équipes qu'il y a en tête de la conférence Est, tu as quand même intérêt à terminer dans le top 6 et si possible, même plutôt dans le top 5, quoi. Après, bon, voilà, j'imagine que le Magic va pas se donner perdant contre les Knicks ou contre des équipes comme ça, tu vois, mais c'est les Cavaliers qui jouent l'an dernier au premier tour Orlando, de mémoire. Je crois Oui, c'est ça. ouais, tu vois, c'était un C'est ça, duel exactement. serré, donc même finalement, même par rapport aux Cavs qui font une excellente saison, qui ont passé un vrai cap, j'imagine que Orlando va pas tout de suite se donner perdant, mais voilà, vaut mieux. T'es une équipe qui veut passer un cap, t'as déjà fait le premier tour des playoffs, tu veux aller un peu plus loin, c'est quand même mieux de terminer dans le top 5. Et c'est vrai que pour terminer dans le top 5, il va falloir retrouver les joueurs majeurs assez rapidement. C'est une équipe qui galère tellement en attaque Orlando. Et encore hier, 29% de réussite à 3 points, c'est vraiment un truc qui les plombe, quoi. Ouais. Mettre pas un tir de loin depuis le début de la saison. Portland a battu Miami 116-107, défaite du Heat qui jouait sans Tyler Hero. On a encore vu le rookie Kelly Ware quand même qui a fait 20 points, 15 rebonds. Et en face du côté de Portland, il y a eu 24 points d'Anthony Simons, 22 points et 15 rebonds de DeAndre Ayton notamment. Voilà, Jeremy Grant aussi a contribué. De nouveau les vétérans qui se montrent un petit peu du côté de Portland, enfin les jeunes vétérans qui se montrent du côté de Portland. Ouais, DeAndre Ayton qui était excellent, qui a même été décisif sur la fin. Là, il y a sur la fin du match, c'est vraiment lui qui met des paniers importants pour Portland. Du côté du 8, tu parlais de Tyler Hero, c'est le premier match qui manque de l'année. C'est quand même Ouais, intéressant pour un mec enfin, qui a une étiquette un petit peu de joueur fragile. Ça confirme vraiment qu'il fait une saison un petit peu à part. Kelly Ware, match énorme, vraiment hyper intéressant. On en parlait un petit peu avec Shai, je crois que c'était lundi matin. Il continue à marquer des points et à marquer les esprits. Je continue à beaucoup aimer, alors bon, là c'est plus du truc de niche, mais le playmaking de Duncan Robinson qui a envoyé justement Kelly Ware au dunk après un pick and roll, dunk énorme de Kelly Ware. Si vous l'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. Il y a des choses intéressantes du côté de Miami. Le plus intéressant, c'était peut-être, je sais pas si tu as vu les chaussures de Jimmy Butler hier, Antoine. j'ai pas Un, fait gaffe. un modèle qui était d'un coloris qui ressemble beaucoup aux couleurs des Suns et pas du tout à celles de Miami. Donc tu sens qu'effectivement Jimmy Butler était sur le terrain, mais bon, La était sur tête le ailleurs, terrain quoi. peut-être. Bah, de toute façon, on va pouvoir enchaîner là-dessus, hein, parce que finalement, il s'est passé, il y a eu un trade, notamment du côté de Phoenix la nuit dernière. Alors, pas un trade qui implique Jimmy Butler, pas directement, mais qui risque de l'impliquer très prochainement. C'est-à-dire que Phoenix a récupéré 3 premiers tours de draft. C'est quand même fort pour une équipe qui en avait plus du tout, presque plus en tout cas. Ce qui en fait, ils envoient leur tour de draft 2031 en récupérant les 3 autres. Euh, le trade est avec le Jazz. Donc, 2031, le tour de draft des Suns part à Utah, il n'est pas protégé. Premier tour. Ouais, premier tour. Ouais. Le Ouais. premier tour des Suns 2031, non protégé, part à Utah. C'est important le non protégé. En l'échange, il y a 3 premiers tours de draft. 2025, le plus faible, le moins bien placé entre Cleveland, Minnesota et Utah. À chaque fois, c'est ces 3 équipes. Donc sur 2025, donc ce sera sans doute celui de Cleveland, voilà, Ouais. 2027 et 2029. Ouais, je te laisse la parole déjà là-dessus. Ouais. Non, non, mais effectivement, alors c'est un beau move du côté des Suns parce que voilà, il manquait d'assets. Par contre, je trouve ça assez. Enfin, je trouve que Utah joue très bien le coup en fait, parce qu'en fait, Utah a pas besoin, a pas forcément besoin de ces choix-là. Ils ont déjà pas mal de pics. Et par contre, tu dis bon, bah, en 2031, les Suns, qu'est-ce qui restera de cette équipe des Suns vraiment? Exactement. Et là, tu récupères un premier tour de draft non protégé. C'est vraiment le type de pari qui peut payer très très, enfin voilà, qui peut payer cash. On sait que Danny Ainge avait déjà réussi un coup comme ça quand il était à Boston. Je trouve que le calcul, enfin, c'est une bonne opération pour Phoenix qui de toute façon manquait trop d'assets. Mais par contre pour Utah, ça sera à suivre hein, parce que c'est un pari toujours, mais ça peut vraiment être le genre de choses qui paye cash. C'est exactement je pense exactement pareil que toi et ça m'a directement fait penser au move que faisait Danny Ainge justement quand il était à la tête des Celtics, qui lui ont permis notamment de récupérer Jalen Brown et Jason Tatum. Alors, et typiquement, ouais, 2031, tu sais qu'il n'y aura plus Kevin Durant. 2031, c'est dans 6 ans, Devin Booker, ça sera plus le même joueur et va savoir s'il sera encore à Phoenix. Si Jimmy Butler vient à Phoenix, tu sais qu'il ne sera plus là non plus en 2031, il aura 41 ans. Les Suns n'ont pas de premier tour de draft et visent tout pour tout de suite. Donc, il est possible qu'il y ait une reconstruction très, très moche qui s'amorce à un moment sans tour de draft.
Et effectivement, tu peux te retrouver carrément avec un premier choix. Je pense qu'on peut même le dire comme ça, avec un first pick. C'est déjà arrivé, on a vu des équipes comme ça, un first ou second pick, tout en étant, toi, on ne sait pas où sera le Jazz aujourd'hui, mais en 2031, mais il y a moyen d'aller récupérer un beau pick. Maintenant, voilà, si Phoenix fait ce move pour ces 3 picks, c'est clairement pour rester agressif sur le marché de Jimmy Butler. Et on sait que là, ça fait un paquet d'assets que tu peux envoyer. C'est ça le truc, c'est que les Suns vont sans doute pas garder ces picks-là. Ils vont probablement essayer de les refourguer à certaines équipes, et notamment à Miami, pour faire venir Butler. Ouais, et si je peux finir juste un truc Oui. sur Utah, c'est que tu disais tu peux récupérer le first pick, mais en fait, même si c'est pas ça, en fait. C'est-à-dire à ce moment-là, en 2031, normalement, par contre, Utah devrait être une équipe compétitive à ce moment-là. Et que derrière, si tu peux, même si tu récupères un top 5 pick, ou même si tu trades ton pick en fait, avant même que la loterie ait lieu, tu peux récupérer un joueur, pas forcément, tu vois, de type premier choix de draft, mais un joueur qui va vraiment t'aider à renforcer ton effectif, parce qu'à ce moment-là, voilà, en 2031, on peut, je pense, légitimement imaginer que Utah sera redevenu une équipe compétitive à ce moment-là. Donc c'est vraiment intéressant ce trade, même si je comprends du côté de Phoenix. Alors du côté de Phoenix, effectivement, tu disais, il y a toujours ces rumeurs concernant Jimmy Butler. Comme je le disais, on voyait Jimmy Butler avec ses chaussures aux couleurs des Suns, même si je continue à pas très bien comprendre pourquoi il y a une fixation du côté de Jimmy Butler autour de cette équipe manifestement. Tu parlais, c'est toi, je crois Antoine, tu as fait un article sur Basket Session aujourd'hui, là tu parlais aussi des Bucks qui pourraient se mêler à l'affaire. Disons que Bradley Beal, parce qu'en fait, là, on est en train de parler de Jimmy Butler, des Suns, mais tout ça repose quand même sur un homme. C'est lui qui contrôle la situation et personne d'autre, c'est Bradley Beal. De toute façon, Phoenix ne peut faire aucun transfert sans inclure Bradley Beal. Et Bradley Beal, il n'y aura aucun transfert qui se fera sans son accord, parce qu'on le rappelle encore une fois, Bradley Beal a une clause d'intransférabilité et il aime bien le répéter ces derniers temps. Il y a quand même eu des déclarations publiques de Bradley Beal et de son agent sur le fait que lui ne voulait pas, n'allait pas retirer sa clause sans raison. Et il n'y a que quelques équipes qui l'intéressent. Et parmi les équipes qui l'intéressent, il y a Milwaukee. Et du coup, on peut imaginer déjà un trade à 4. C'est des rumeurs qui se tournent en ce moment sur Butler qui irait à Phoenix, Chris Middleton qui irait à Miami, des joueurs de Milwaukee, Portis et Connaughton, qui iraient dans une 4e équipe qui serait récompensée sans doute avec un tour de draft, et Bradley Beal qui irait à Milwaukee. Mais là, moi, comme ça, Théo, tu comprenais pas pourquoi Jimmy Butler faisait une fixette sur les Suns. Moi, j'arrive à comprendre pourquoi Bradley Beal veut partir des Suns et éventuellement aller aux Bucks, mais je comprendrais pas du tout pourquoi les Bucks feraient ce deal. Je comprendrais absolument pas pourquoi Milwaukee chercherait à prendre Bradley Beal. Exactement la même chose. Et tu sais, je suis allé regarder un petit peu, je te donne juste des chiffres. Les chiffres de playoff de l'an dernier, alors c'est juste sur une série dans les deux cas. Je te donne les stats de Bradley Beal l'an dernier en playoff, 16,5 points, 2,8 rebonds, 4,5 passes. Ok. Je te donne maintenant les stats de Chris Middleton l'an dernier en playoff. Mhm. 24,7 points, 9,2 rebonds, 4,7 passes. Alors je sais pas dans quel état de forme est aujourd'hui Chris Middleton, mais je comprends pas en fait en quoi ça sera un upgrade pour les Bucks d'aller chercher Bradley Beal qui conservera toujours sa clause d'intransférabilité. En fait, Exactement. il peut aller dans 50 équipes, c'est toujours lui qui aura les clés en main. Je comprendrais pas vraiment en quoi ça leur permettrait de passer un cap qui referait d'eux un contender pour la finale ou pour le titre. Limite, je le comprendrais mieux avec Jimmy Butler à l'heure actuelle, si c'était lui qui devait rejoindre les Bucks. Je comprendrais mieux le tout pour le tout à court terme. Pour Bradley Beal, et puis c'est quand la dernière fois que Bradley Beal a joué dans une équipe qui gagnait en playoff ou que tu vois que c'est C'est je jamais veux pas arrivé. retirer les c'est un bon joueur, je dis pas que c'est un mauvais joueur Bradley Beal, mais à quel moment est-ce qu'il a fait passer un cap à une équipe récemment, tu vois, je comprendrais vraiment pas du tout ce move de la part de Milwaukee, à savoir, c'est ce que tu laissais un petit peu entendre dans ta news, que savoir si toutes ces informations viennent pas avant tout de l'agent de Bradley Beal plus que, que d'une vraie volonté de Milwaukee, quoi. Ouais, je suis vraiment pas, je vois pas pourquoi les Bucks feraient ça. Récemment, il y avait effectivement une rumeur comme quoi Milwaukee serait plus intéressé par Bill que Butler, mais on sait pas d'où provient cette rumeur. Tu vois, elle provient peut-être pas du tout du front office des Bucks, mais plus de l'agent de Bradley Bill, effectivement. Bill, par rapport à Middleton, comme toi, moi, je vois pas l'upgrade spectaculaire, quoi. Je me dis qu'effectivement, peut-être offensivement, un, un poil plus
un poil plus tranchant, mais je suis même pas convaincu. Et en taille, je pense qu'il est un poil plus petit que Ah, il est Middleton. plus petit. Ah oui, oui. Et puis Je le même vois pas. en longueur et tout. Ouais, en longueur, etc. Donc défensivement, je trouve que t'es pas gagnant, même avec un Middleton. Même si, en fait, même si Middleton, il se blesse souvent, mais Bill aussi déjà. Donc tu sais, ni l'un ni l'autre, t'es sûr de les avoir vraiment en playoff. Le backcourt Lillard-Bill, pour moi, ça me fait peur. Donc ouais, je vois vraiment pas l'intérêt pour les Bucks. Et en plus, tu perds Portis et Connaughton dans ce deal, donc tu perds 3 joueurs de rotation pour en récupérer un qui est à peine plus fort que le meilleur joueur que tu envoies. Donc je sais pas. Et après derrière, si on parle des finances, comme tu l'as dit, il aura toujours sa clause. 53 et 57 millions les 2 prochaines saisons à Bill. Donc en fait, avec Bill, Antetokounmpo et Lillard, alors j'ai vu, je sais pas si elle est vraie, mais j'ai vu quelqu'un dire que ça faisait 98% du cap, ces 3 joueurs. Je suis pas allé vérifier, j'ai pas vérifié de moi-même, j'ai pas fait le calcul, mais ce qui est sûr, c'est quoi, tu as 3 joueurs entre 40 et 55 millions. Donc oui, ça fait 150 millions, oui, tu dois être à 98% du cap. Vraiment, si les Bucks font ce trade, c'est le premier move pour faire partir Antetokounmpo, en fait. Vraiment, je Et en, capterais pas. et en plus, j'ai l'impression quand même que l'histoire a montré que les équipes dans la situation de Milwaukee, qui décident comment dire, de se priver de plusieurs bons joueurs de rotation pour faire venir un joueur censé être la troisième roue d'un Big Three, ça marche pas en fait. C'est toujours la même situation. Tu te trouves dans une situation où tu vas dire ah ouais mais le banc est trop faible, on peut pas passer telle et telle équipe qui est mieux construite, il manque des pièces et là je pense que Bobby Portis c'est un joueur essentiel en fait quand même Exact. dans le fonctionnement de Milwaukee. C'est pas un joueur dont tu peux remplacer l'impact et aussi facilement que ça et je vois pas effectivement comment Bill, limite, alors Butler, même pour Butler, on pourrait se poser la question, est-ce que même Jimmy Butler pourrait remplacer l'impact que peuvent avoir Chris Middleton et Bobby Portis s'ils sont tous les deux présents sur une série de playoffs? Je suis pas sûr. Moi, en fait, c'est limite presque l'inverse. Si j'étais les Bucks, si je devais échanger Middleton ou Portis, ça serait justement pour avoir 2 ou 3 joueurs et me dire, OK, peut-être que ma troisième option ou mon mec qui sort du banc est un peu moins fort, mais voilà, je mise sur le fait que Gary Trent Jr. va avoir encore plus de ballons et que par contre, j'ai 2, 3 joueurs de rotation en plus, un peu moins de points faibles, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense vraiment que ce serait un move absolument catastrophique de la part des Bucks. Limite là, tu vois, dans le scénario qu'on décrit un peu à 4 équipes, j'ai l'impression que c'est Miami qui s'en sortirait le mieux. Middleton et éventuellement un pick ou deux, tu vois, Mm. tu tournes la page, tu as enfin un peu d'assets. Middleton, tu peux le remettre sur pied. J'ai l'impression que c'est le hit qui s'en sortirait le mieux. Non, c'est vrai. Limite quand même, un petit bémol sur concernant Jimmy Butler. Pourquoi ça aurait plus de sens quand même pour moi? D'une part parce que Damian Lillard voulait aller à Miami, donc j'imagine qu'il y a quand même, ça veut dire qu'ils doivent suffisamment bien s'entendre et avoir réfléchi à la manière dont ils pourraient jouer ensemble. D'une première, pour commencer. L'autre chose, c'est que Jimmy Butler a du jeu posté aussi. Et donc, il pourrait, dans une certaine mesure, remplacer un petit peu, compenser ce que Bobby Portis peut apporter. Et il a quand même, en termes de dureté défensive, des choses, je pense, que Bradley Beal n'a pas et qui colleraient vraiment avec ce dont Milwaukee a besoin. Donc, je dis pas pour autant que ça serait le trade parfait, mais je comprendrais quand même mieux d'un point de vue purement basket comment ça pourrait fonctionner et aider effectivement, si le scénario, si tout se passe bien, Milwaukee dans une certaine mesure. Yes, mais moi j'étais là. Oui, oui, t'as raison, hein. Mais d'ailleurs, ce scénario a été écarté un petit peu, celui de Butler à Milwaukee, dans le sens où apparemment son agent aurait dit aux Bucks, non, non, mais Ouais. c'est pas la peine en fait. Mais t'as raison, il y a quand même un peu plus de cohérence si c'est Butler que Bill, sachant que si Butler a une grosse campagne de playoff dans les jambes, imaginons que ce soit le cas. Par contre, là, tu as une vraie troisième option, tu vois. C'est pas juste un Bradley Beal où tu es un peu incertain. Tu as 3 gros joueurs pour aller faire ta campagne de playoff et des fois, ça peut faire des différences. Mais j'ai l'impression que Butler au Bucks, cette porte est fermée depuis un moment. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter? Écoute, pas forcément. Juste un petit mot peut-être sur les Pacers hier qui étaient à Levallois Oui. pour s'entraîner sur le terrain à Marcel Cerdan. Ils ont l'air cool, les Pacers, quand même. Bonne ambiance de Ouais. groupe. Après, voilà, c'est des impressions très rapides, tu vois. Tu peux pas. Mais ce que ça dégageait, tu sens que ça chambre bien. Il y a une bonne entente. Euh, il y a l'air d'avoir un bon groupe du côté d'Indiana.
C'est une équipe qui a retrouvé de la confiance et ça sent, voilà, il y a un truc qui se dégage dans l'air où tu sens que ça va quand même plutôt bien à nouveau et ça peut nous donner des matchs intéressants. Ouais, et vous avez pu assister à une partie de l'entraînement Ouais. collectif aussi, tu me disais. Ouais, très brièvement. Alors le début effectivement, on les a vu travailler de la presse. À voir si effectivement ils voudront mettre ça en place contre San Antonio. Il y a un petit truc intéressant. J'ai essayé un peu de les sonder, voir quelle serait peut-être la stratégie défensive à adopter sur Wembanyama. Évidemment, pas trop de réponses, mais quand même un premier petit élément, c'est-à-dire que Obi Toppin a quand même mentionné le fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui défendent avec des petits sur Wembanyama, et il a ajouté un aspect, c'est-à-dire que ce que tu sens dans ses paroles, que ce qu'il trouve intéressant, notamment avec cette stratégie, c'est le fait que ça force Wembanyama à dribbler, euh, et qu'on sait que Victor, c'est pas forcément son point fort en fait d'attaquer des mecs en un contre un. C'est un très bon spot-up shooter. Il est bon aussi quand il récupère la balle au poste haut, tu vois, quand il a ses moves à faire. Et voilà, le fait que là, ça le pousse un peu à dribbler, à jouer balle en main, ça peut être quelque chose que les Pacers vont vouloir exploiter. Mais je pense que de toute façon, il va y avoir plusieurs schémas de défense sur Victor, que ce soit des fois Miles Turner, que ce soit des fois Aaron Nesmith ou un autre ailier petit. Voilà, on risque de voir beaucoup de choses sur Victor. Ouais, bah ça va être intéressant. C'est demain soir hein, le match, premier. Tout à fait, demain soir, effectivement. Et là, on sera encore aujourd'hui voilà, avec Shai, on va aller voir les Spurs et les Pacers s'entraîner encore aujourd'hui. Donc, on verra s'il y a d'autres éléments dont on parlera peut-être demain, du coup, dans le CQFR de demain. Mais écoutez, d'ici là, je vous dis bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.